Salut les gars, c'est Well. Aujourd'hui, on va parler de la Speed Triple 1050 de 2013, un modèle qui a été commercialisé entre 2012 et 2015. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le modèle R entre les cuisses. Sans plus attendre, je vais vous proposer de regarder les statiques qui malheureusement ont été faits de nuit et dans une station essence. Je suis désolé, les images du coup sont pas des plus jolies, mais on va quand même regarder ça dans le détail. Et puis j'avais pas le choix car de toute façon le propriétaire très heureux repartait avec sa machine ce soir-là. Ouais, je trouve que le dessin il est très sympa. Donc on va détailler. Donc fourche Öhlins, un X30 avec étrier Brembo. Et je crois que c'est du M50, mais je ne suis pas sûr. Pour les dimensions des pneus, je pense que c'est du classique 120 à l'avant, 190 à l'arrière, parce que c'est quand même une cylindrée supérieure à 1000 cm3. Mètre cylindre radial. Et je peux vous dire que le freinage à l'avant, il plante sévère. Voilà le gros moteur de 1050 cm3 qui développe 135 chevaux sur cette version. Version R, là qui est quand même pas mal optionnée avec des pièces en carbone un petit peu partout. Vous voyez ici au niveau des écopes de radiateur, là au niveau des cale-pieds. Toujours ce détail chez Triomphe, les cale-pieds ajourés, j'adore. Le treillis arrière couleur rouge, l'option capot de selle, le monobras qui permet de dévoiler une superbe jante en aluminium forgé, 5 branches, magnifique. On voit également le système de freinage arrière avec donc ce disque qui est pincé par un étrier double piston. Ça aussi ça change, souvent on a du monopiston à l'arrière et c'est un double piston vraiment qui assure beaucoup de puissance de freinage avec également du feeling très très bien. De l'autre côté, la transmission par chaîne. Alors les cale-pieds à l'arrière ils sont présents, mais honnêtement le propriétaire a mis un capot de selle et je comprends parce que c'est pas évident de prendre quelqu'un derrière, il faut vraiment que la personne s'accroche. Rétroviseur somme toute d'un design assez classique, ça c'est un petit peu dommageable. Par contre on va noter que non seulement le levier de frein est réglable, mais c'est également le cas sur le levier d'embrayage et c'est vraiment une très très bonne chose. On a vraiment de belles pièces anodisées là sur le dessus de la fourche pour les réglages. Donc fourche entièrement réglable, amortisseur arrière TTX36 également entièrement réglable bien sûr, un réservoir de 17 litres, un compteur qui est identique au Daytona, au Street. Il y a dessus pas mal d'informations, évidemment il y a la vitesse, trip 1, trip 2, etc. Il y a notamment une jauge de carburant, ça c'est une très bonne chose. Par contre, vous voyez, pas d'indicateur de rapport engagé, il a été rajouté au-dessus, voilà, en aftermarket. Donc ça c'est vraiment dommage, je ne comprends pas pourquoi Triumph n'a pas mis d'indicateur de rapport engagé alors qu'il y avait cette possibilité directement dans le compteur. Le bouchon de remplissage type aviation, classique, efficace. Sous la selle, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a parce que j'ai pas réussi à l'ouvrir. Alors il y a bien la serrure qui est présente ici, mais j'ai pas osé forcer. On va pas non plus casser un matériel que je ne connais pas. Voilà. Bon, on voit également, je sais pas si vous verrez, mais il y a le garde-boue arrière qui est en carbone. Et à l'avant, vous avez le garde-boue avant qui n'est pas entièrement en carbone, mais il y a un empiècement en carbone sur les côtés. Voilà, c'est vraiment une belle finition. Je vais démarrer la moto et vous faire un petit peu écouter la sonorité de l'engin. Avec ce double échappement,
a bien le shift light. À l'avant, double éclairage qui ressemble très fortement, si ce n'est peut-être même identique à ce qu'on retrouve sur les Street Triple de certaines années. Ouais, une petite option au niveau du bocal d'expansion de liquide de frein. La même chose pour l'élément arrière. Et les pneus, je vous confirme que c'est bien du 190 à l'arrière. Ma petite obsession pour ce qui concerne le contrôle du niveau d'huile, là je n'arrive pas à voir où il est. Ah bah si. Donc là ici il y a le bouchon de remplissage. Ah, on va regarder ce que ça donne. Ouais, c'est le même système à chaque fois. C'est-à-dire une tige qui permet de mesurer le niveau. Bah, franchement, quel dommage. Quel dommage. Voilà. Hop. On remet tout ça. En tout cas, je trouve quand même qu'elle est absolument magnifique. Encore une fois, agressive et à la fois classieuse. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir parler de la position de conduite. On est bien posé sur la moto, on a de la place et surtout elle est très confortable. L'appui au niveau du cintre est très léger, c'est très comparable à la Hornet 1000 que j'ai essayé il n'y a pas longtemps. A noter que au niveau de la selle, là j'étais sur une selle confort, donc il y avait vraiment un moelleux très chouette. Mais au-delà de ça, de toute façon, même d'origine, la selle est vraiment très large. Donc avantage, vous avez une grande surface pour pouvoir poser vos fesses dessus et du coup forcément c'est confortable, même je pense avec la selle d'origine. Inconvénient, ça vous écarte les jambes lorsque vous voulez les déployer pour poser pied au sol. Et ça peut vraiment être préjudiciable pour tout ce qui est manœuvre à l'arrêt, quand vous vous arrêtez au feu, etc. Notamment lorsque vous êtes lorsque vous mesurez dans les 1m75. Moi je fais 1m80, donc j'avais les pieds à plat avec mes genoux légèrement fléchis, mais très légèrement. Et vraiment c'est assez rare. Moi d'habitude je suis j'ai beaucoup plus d'amplitude. Et donc du coup j'étais pas spécialement à l'aise, même si évidemment j'ai quand même une bonne longueur de jambe, donc ça va, mais c'est vraiment, faut en tenir compte, hein. Donc j'insiste un peu, mais voilà, faites attention, essayez de bien voir ça, et puis n'hésitez pas à faire creuser la selle, et c'est ce que fera le propriétaire de la moto. Au niveau du poids du coup à l'arrêt, donc les presque 220 kg, vous les sentez, hein, faut quand même redresser la machine. Voilà, encore une fois, c'est à prendre en compte. Maintenant, pour ce qui est des évolutions en ville, dès que vous roulez, c'est étonnant, même si la machine est lourde, elle reste très facile. On arrive vraiment à guider la machine aisément, et je vais y revenir un petit peu plus tard là-dessus parce que ça va revenir, cet élément. Au niveau des freins, le frein arrière est vraiment très bon. Il y a à la fois de la sensibilité, on a un bon retour d'information, et il y a de la puissance, il y a vraiment tout sur ce frein. Et le frein avant, c'est pareil, mais non, c'est pire. Vous avez vraiment beaucoup plus de puissance dessus. Bref, c'est absolument, il n'y a rien à dire sur le freinage. Alors, quand on évolue à rythme enchanté, on s'aperçoit que on arrive facilement, encore une fois, à guider la machine, et on n'est pas emmené par le poids comme ça peut être le cas. J'ai le souvenir sur un ZRX 1200, pour incliner la machine, il fallait y aller, et puis pour qu'elle reste sur la trajectoire, il fallait y aller aussi, parce que l'inertie emmenait
l'équipage à l'extérieur du virage. Voilà. Là, c'est pas du tout le cas, bien au contraire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est même un petit peu l'inverse, c'est-à-dire le train avant est très très léger. Et du coup, moi, ça m'a pas mis en confiance. Alors, à noter que la machine était avec des réglages, à mon avis, beaucoup trop fermés en hydraulique, sachant que les suspensions sont entièrement réglables, donc il faut vraiment travailler là-dessus. Et puis le revêtement, je sais pas si vous voyez, mais il était quand même assez fripé. Du coup, avec cette combinaison là, ça me mettait pas dans les meilleures dispositions pour me mettre en mode récréatif. Donc je l'ai fait un petit peu comme ça, mais en fait ce qui se passe, c'est que si vous... malheureusement c'est pas très bien cadré, mais le guidon a tendance à vraiment bouger, et c'est pas l'amortisseur arrière qui fait ça, là je suis formel, c'est vraiment la direction qui est très légère, et qui du coup avec la contrainte et encore une fois ce revêtement et ces réglages de suspension, ça fait que ça commence à bouger dans tous les sens. Alors du coup il faut vraiment être vigilant, et il faut même je pense pas hésiter à rendre un petit peu la main, à relâcher les gaz et puis à rouler de façon plus détendue. Quand on est en roulage donc dynamique et qu'on est on va dire en normal, il n'y a aucun problème. Vous n'aurez pas ce que je soulève actuellement. Mais dès que vous allez vraiment attaquer de façon plus sérieuse, ça va se révéler quoi. Donc attention au train avant. C'est vraiment, je pense, le caractère de la machine. Le moteur, lui, vraiment, il a bien les 135 chevaux, il n'y a pas de problème. On sent vraiment qu'il y a une grosse patate. Par régime, ça vous emmène vraiment comme si vous étiez une feuille. Et puis à mi-régime, vous avez vraiment des belles accélérations. Enfin, il n'y a aucun souci. Par contre, à haut régime, alors c'est pas qu'il s'étouffe ou quoi que ce soit, mais en fait, on sent que c'est pas forcément là que vous allez avoir le meilleur. Donc c'est pas un moteur qui vous pousse à aller taper dans le rupteur. Je pense que la fiche technique elle parle d'elle-même. Les 135 chevaux ils sont à 9200 tours, pas à 12 000. Et le couple max il est à 11 mètres kg à 7500 tours. Voilà. Et c'est vrai que dans cette plage de régime là, 7500 tours, 9200 tours, vous avez vraiment une bonne grosse patate. Mais je dirais qu'en fait même au-delà de cette plage de régime là, même bien avant, vous avez déjà des sensations très très intéressantes. La protection, alors d'habitude sur un Roadster Naked, j'en parle pas trop parce que c'est pas fait pour de base, donc on s'en fiche. Si c'était une routière, on en parlerait, mais voilà. Donc là, je vais quand même en parler parce que mine de rien, j'ai été étonné. Avec le petit saut de vent, j'avais pas trop de vent qui m'arrivait dessus. Alors que ma position de buste était relativement redressée, je rappelle, on est en très très léger appui, on n'est pas complètement incliné, donc très 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 étonnant. La VMAX elle est annoncée pour 230 km/h, j'ai pas essayé, mais je veux bien croire la fiche technique, il n'y a pas de souci. Je vais quand même redire que la puissance de 135 chevaux elle est bien présente, vous avez bien tout, mais c'est pas non plus une puissance qui... c'est une puissance humaine. Voilà. Vous êtes pas... à aucun moment je ne me suis senti débordé par le couple ou par la puissance, où je me suis dit, même poigné dans le coin, j'avais pas cette sensation là, donc on n'est pas non plus sur une Honda avec le total control, mais tout de même, c'est une mécanique avec une belle rondeur, très agréable, et en fait je pense que vraiment c'est une machine, eu égard à son caractère moteur, à son châssis qui est bon mais sans être parfait, et du coup ça rend la machine à mon sens très attachante. Et puis encore une fois je rappelle que toutes les suspensions sont réglables, donc il y a quand même des choses à mon avis qui peuvent être nettement améliorées par rapport à ce que j'ai ressenti pendant ce petit roulage. Je pense que la machine elle se destine à des gens qui sont plus
basé sur les sensations de conduite que sur vraiment les aspects de la fiche technique, les performances, voilà, des roadsters à 200 chevaux, il y en a plein, et qui veulent une machine qui soit jolie et très bien finie. Là, il y a vraiment des aspects de finition qui sont superbes. Là, l'élément qui tient le cintre, il est, je sais pas si c'est usiné ou quoi, si c'est simplement moulé, mais alors la pièce elle est superbe. Il y a le logo R qui est donc sur le cintre qui est très très joliment fait. Enfin, voilà. Donc c'est une belle machine. Sur ce, je vous souhaite à tous, comme à mon habitude, une bonne route et prudence.